Dans quelle mesure le facteur humain joue un rôle important dans les sociétés maghrébo-arabes? D'abord, elles ont traversé une période sombre de leur histoire, où ils étaient complètement détachés de toute évolution scientifique, culturelle, intellectuelle, littéraire. Le monde arabe était complètement à la ramasse, surtout parce qu'il était sous domination turque dans les années, enfin pendant jusqu'au 19e siècle. Et les Turcs n'en avaient absolument rien à fiche. Vous connaissez cette anecdote, le sultan de Turquie au XVe siècle, lorsqu'il y a eu l'imprimerie en Europe, la découverte de l'imprimerie, Gutenberg, l'imprimerie était un facteur de progrès extraordinaire, parce qu'on pouvait imprimer des livres, des journaux, répandre la culture, etc. Et le sultan de Turquie a pris un décret, je ne sais pas si ça s'appelle un décret, et il a interdit l'utilisation de l'imprimerie dans tous les pays qui dominaient, ça veut dire dans tout le monde arabe, enfin qui dominait à l'époque, sous peine de mort. Bon, donc, voilà, vous voyez, c'est-à-dire que quand Napoléon, quand les premiers occidentaux commençaient à arriver dans le monde arabe, Napoléon, etc., ils ont trouvé des sociétés presque complètement isolées, sans aucune culture scientifique. Donc déjà, il y avait un décalage colossal entre la société occidentale et la société arabe. Ajoutez à cela la colonisation qui a commencé au XIXe siècle dans le monde arabe. Et la colonisation, vous savez, le colonisateur n'avait aucun intérêt, mais alors aucun, de répandre la culture, de former cette société arabe qu'il avait colonisée, qu'il avait sous sa botte. Il y avait même l'Algérie, enfin prenez l'Algérie par exemple, il y avait à part quelques écoles, bien sûr il y avait toujours quelques écoles où on prenait les fils de notables, etc., ou bien ils allaient jusqu'au certificat d'études. Mais l'écrasante majorité était soit analphabète, soit très mal formée ou très peu formée. Au Maroc, par exemple, comment il s'appelle, Gilles Perrault racontait dans Notre ami le roi, qu'en 50 ans de protectorat, il y avait eu seulement 550 bacheliers musulmans. Vous imaginez, la France, comme l'Angleterre, comme tous les pays colonisateurs, c'est l'Angleterre, quand elle a signé un traité de protectorat avec l'Égypte, la première, en 1926, une des premières mesures qu'elle a fait prendre, c'est de réduire le budget de l'éducation de 30%. Donc, voilà, il y a le colonialisme qui a, qui a bloqué toute évolution scientifique, culturelle, intellectuelle des sociétés qui dominaient. Et donc, au moment des indépendances, ces sociétés voulaient une éducation à l'occidentale, ça veut dire scientifique, laïque, libérale. Enfin, vous n'avez qu'à regarder les vidéos des années 50 et 60 en Égypte, par exemple, au Maroc, l'Algérie, la révolution algérienne, Bourguiba, etc. Mais là encore, l'Occident, il n'avait pas intérêt à voir émerger une classe politique arabe éveillée, consciente, militante, et donc ils ont favorisé des dictateurs qui menaient leur peuple vers l'obscurantisme. Mais là encore, l'Occident, il n'avait pas intérêt à voir émerger une classe politique arabe éveillée, consciente, militante, et donc ils ont favorisé des dictateurs qui menaient leur peuple vers l'obscurantisme, comme Hassan II, Nasser, parce qu'il était un peu trop turbulent. On a donné des armes à Israël pour qu'il le fasse disparaître. Et donc,
finalement, le personnel politique qui a émergé de cette, qui émerge ou qui a émergé depuis quelques décennies, ce facteur humain n'a ni la formation, ni la conscience, ni l'étoffe de se frotter à l'Occident. C'est-à-dire, il est évident que l'Occident a formé sa classe politique pendant des siècles, ce qui fait qu'il y a des institutions, en France par exemple, comme l'ENA, comme la Cour des comptes, l'Assemblée nationale. On peut penser ce qu'on veut, bien sûr, de ce genre d'institutions, mais au moins, il y a une presse qui a une longue tradition, il y a des universités qui ont une longue tradition, etc. Et le personnel humain arabe dans les pays arabes, l'élite, elle est vachement déphasée par rapport à ses homologues occidentaux. Et il y a aussi un sentiment d'impuissance, c'est-à-dire d'impuissance et comment dire, de frustration. Voilà. C'est-à-dire, ils se sentent, ils n'arrivent pas à s'en sortir. C'est-à-dire, ils ont le sentiment qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils font des élections, les religieux remportent le pouvoir et donc ils se sentent trahis. Cette jeunesse facebookienne, etc., se sont trahis. Ils ne savent plus à quel sein se vouer. Donc, l'Occident, à mon avis, enfin, se joue, mais alors de façon magistrale, de cette classe politique ou intellectuelle arabe qui n'a pas encore l'étoffe nécessaire pour mener les sociétés vers l'indépendance, une indépendance réelle, vers une indépendance dans la dignité et dans la liberté. Et je dirais même qu'il y a une régression des sociétés arabes et de leurs dirigeants par rapport aux années 50 et 60. Et c'est dramatique, c'est-à-dire, oui, les printemps, c'est-à-dire qu'en fait, c'est, pourquoi? Parce que l'Occident, il vient avec soi-disant ses principes de liberté, de démocratie, de parlementarisme, enfin tout le baratin, mais en fait, il impose, ou grâce à lui, il y a des dictateurs qui s'installent au pouvoir et qui pillent leur pays. Voilà, vous connaissez Jacques Chirac quand il était allé en Tunisie en 2005 ou quelque chose comme ça. Quand il y a eu des manifestants tunisiens, il leur a dit écoutez, vous avez quand même du pain, hein, c'est bien, vous avez une situation économique, alors soyez heureux avec ça. Hein. Vous voyez, les droits de l'homme, c'est pas pour, excusez-moi, c'est pas pour les bougnoules, hein, d'accord? Bon, ne prenez pas mal de ce que je dis, mais c'est un peu l'idée de l'occidental, enfin de l'homme occidental par rapport à ces sociétés.